Bismillah. Aya était tapie près de l'entrée de la caverne et observait Ganor avec des yeux émerveillés. L'occupation de Ganor l'intéressait autant que Ganor lui-même. Quant à celui-ci, il était trop accaparé par son travail pour remarquer la présence d'Aea. Une torche fichée dans une niche de la paroi éclairait parcimonieusement la vaste caverne. À sa lumière, Ganor était en train de tracer péniblement des silhouettes sur le mur, avec un morceau de silex. Il grattait la pierre et dégageait le contour. Puis, avec un bout de bois trempé dans de l'ocre, il complétait la silhouette. Le résultat était grossier, mais témoignait d'un réel génie artistique qui cherchait à s'exprimer de toutes ses forces. C'était un mammouth qu'il s'efforçait de représenter. Les yeux de la petite Aea s'écarquillèrent d'étonnement et d'admiration. C'était stupéfiant. Même si l'animal ne reposait que sur 3 pattes et n'avait pas de queue, les critiques étaient les hommes de la tribu. Ils venaient à peine de s'arracher à la barbarie totale, et à leurs yeux, Ganor était passé maître dans son art. Pourtant, ce n'était pas pour contempler la reproduction d'un mammouth qu'Aea s'était dissimulé dans les maigres buissons proches de la caverne de Ganor. L'admiration pour la peinture pâlissait auprès du regard d'adoration absolue qu'elle jetait sur l'artiste lui-même. À la vérité, Ganor avait un physique très agréable à regarder. De grande taille, il faisait plus de 6 pieds, mince, bien bâti, avec de puissantes épaules et des hanches étroites. Il avait la carrure d'un guerrier. Ses mains et ses pieds étaient grands et fins. Ses traits, du fait de la lueur de la torche vacillante, il se projetait avec un relief étonnant sur la paroi nue. Était intelligent, son front haut et large, surmonté d'une crinière de cheveux blancs roux. Aaya était tout aussi agréable à regarder. Ses cheveux, comme ses yeux, étaient noirs et ondulés. Ils tombaient en de magnifiques cascades sur ses épaules délicates. Aucun tatouage d'ocre ne colorait ses joues, car elle n'avait pas encore de compagnon. La jeune fille autant que l'adolescent étaient de parfaits spécimens de la grande race de Cro-Magnon, dont personne ne connaissait l'origine. Cette race prétendait à la suprématie sur les animaux et les hommes bêtes, et la rendait effective. Aea regardait avec nervosité autour d'elle. Contrairement à ce que l'on pense généralement, coutumes et tabous sont beaucoup plus étroitement et sévèrement observés et appliqués parmi les peuplades sauvages. Plus une race est primitive et plus tolérants sont ses usages. Le vice et la licence des mœurs peuvent être la règle. Néanmoins, la manifestation extérieure du vice est évitée et condamnée. C'est pourquoi, si Aea était découverte, se dissimulant aux abords de la caverne d'un jeune homme non marié, l'accusation publique de femme impudique serait sans lot, et sans aucun doute, elle serait fouettée en présence de toute la tribu. Selon les règles de la bienséance, Aea aurait dû jouer à la jeune fille chaste et réservée, éveillant peut-être avec beaucoup d'adresse l'intérêt du jeune artiste, sans avoir l'air de le faire. Ensuite, si l'adolescent était charmé, il s'ensuivrait une cour publique, une demande en mariage, par l'intermédiaire de chants d'amour crus et de musique jouée sur des pipeaux. Ensuite, un troc avec ses parents et enfin le mariage. Ou bien, pas de demande en mariage du tout, si l'amoureux était riche et puissant. Mais la petite Aea était elle-même un signe de progrès. Des regards en coin n'avaient pas réussi à attirer l'attention du jeune homme. Celui-ci semblait se consacrer entièrement à son art. Aussi avait-elle choisi ce mode d'approche peu conventionnel. Elle espionnait dans l'espoir de découvrir un moyen de conquérir son cœur. Ganor se détourna de son travail achevé, s'étira et jeta un coup d'œil vers l'entrée de la caverne, semblable à un lapin effrayé. La petite Aaya se baissa et s'éloigna rapidement. Lorsque Ganor sortit de la caverne, il fut intrigué en apercevant une empreinte de pas, celle d'un pied petit et délicat, dans la terre grasse aux abords de l'entrée. Aea marchait d'un air pincé vers sa propre caverne. Celle-ci se trouvait, comme la plupart des autres, à quelque distance de la caverne de Ganor. Alors qu'elle s'avançait, elle remarqua un groupe de guerriers qui parlaient avec excitation devant la caverne du chef. Il était formellement interdit à une jeune fille de participer à un conseil d'hommes ou même de s'ingérer dans leurs affaires.
mais si grande était la curiosité d'Aea qu'elle courut le risque d'une réprimande en se glissant discrètement vers eux. Elle entendit les mots de empreinte de pas et de gurna. On avait découvert les empreintes d'un gurna dans la forêt, non loin des cavernes. Gurna était un mot chargé de haine féroce et d'horreur pour le peuple des cavernes, car les créatures que les hommes de la tribu appelaient Gurna, ou hommes-singes, étaient les monstres velus d'un autre âge, les hommes bestiaux de Néandertal, encore plus redoutés que le mammouth ou le tigre. Ils avaient été les seigneurs des forêts jusqu'à la venue des hommes de Cro-Magnon, qui leur avaient fait une guerre féroce. Dotés d'une grande force, mais d'une intelligence réduite, sauvages, vivant comme des bêtes et s'adonnant à des festins cannibales, ils inspiraient dégoût et horreur aux hommes de tribu. Une horreur transmise à travers les âges par les histoires d'ogres et de gobelins, de loups-garous et d'hommes bêtes. À présent, ils étaient moins nombreux, mais plus rusés. Ils ne se lançaient plus dans la bataille en grand nombre, préférant la ruse. Ils rôdaient furtivement dans les forêts et étaient la terreur de tous les animaux. Leurs esprits abrutis ruminant sombrement une haine féroce visant les hommes qui les avaient chassés des meilleurs terrains de chasse. Et toujours les hommes de Cro-Magnon les traquaient et les massacraient. Ils avaient fini par se retirer à contre-cœur, au plus profond des forêts ténébreuses. Mais la peur qu'ils inspiraient demeurait présente dans le cœur de tout homme de tribu, et aucune femme ne pénétrait jamais seule dans la jungle. Parfois des enfants y allaient, et parfois ils n'en revenaient pas. Les chercheurs trouvaient seulement les restes d'un horrible festin et des traces qui n'étaient pas celles d'animaux. Pourtant ces traces n'avaient rien d'humain. Alors un groupe de chasseurs s'enfonçait dans la jungle et traquait le monstre. Parfois celui-ci livrait bataille et était abattu, parfois il prenait la fuite devant eux et disparaissait vers les profondeurs de la forêt où ils n'osaient pas le pourchasser. Un jour, des chasseurs rendus audacieux par la poursuite avaient traqué un gurna, le suivant au cœur de la forêt, dans un ravin encaissé où de grosses branches d'arbres en surplomb occultaient la lumière du soleil. Un grand nombre d'hommes de Néandertal avaient surgi et fondu sur eux. Depuis ce temps-là, plus personne ne pénétrait dans les forêts. Aea s'éloigna, jetant un regard rapide vers la forêt. Quelque part dans ses profondeurs rôdait l'embête. Ses petits yeux de cochon brillant d'une haine rusée, malveillant, terrifiant, quelqu'un se mit en travers de son chemin. C'était Kananu, le fils de l'un des conseillers du chef. Elle se détourna en haussant les épaules. Elle n'aimait pas Kananu, et il l'effrayait. Il lui faisait la cour d'un air moqueur, comme si c'était un simple amusement, et que de toute façon, il l'aurait quand il en aurait envie. Il la prit doucement par le poignet. Ne te détourne pas, belle jeune fille, dit-il. C'est ton esclave, Kananu. Lâche-moi, répondit-elle. Je dois aller chercher de l'eau à la source. Dans ce cas, j'irai avec toi. Lune de délices. Une bête féroce pourrait t'attaquer. Il l'accompagnait effectivement, malgré les protestations d'Aea. Un gurna rôde à proximité, lui déclara-t-il gravement. Il est permis d'accompagner une jeune fille non mariée, s'il s'agit de la protéger. Et je suis Kananu, ajouta-t-il sur un ton différent. Aussi ne me résiste pas trop longtemps, sinon je t'apprendrai à obéir. Aea connaissait la nature brutale de l'homme. Nombre de jeunes filles de la tribu regardaient Kananu d'un œil favorable. Certes, il était plus grand et plus fort que Ganor, et même plus attirant par ses manières désinvoltes et cruelles, mais Aea aimait Ganor, et elle avait peur de Kananu. La peur qu'il lui inspirait l'empêchait de repousser ses avances d'une manière trop ouverte. Ganor était connu pour être doux avec les femmes, même s'il ne s'intéressait pas à elles. Par contre, Kananu et ce fait pouvait que lui aussi était un singe d'évolution, tirait une certaine fierté de son succès auprès des femmes et usait de son pouvoir sur elles sans aucune douceur. Aea s'aperçut bientôt qu'elle devait plus craindre Kananu qu'un animal sauvage. À peine arrivé à la source, juste hors de vue des cavernes, il la prit violemment dans ses bras. Aea, chuchota-t-il, ma petite antilope, je te tiens enfin, tu ne m'échapperas pas. Elle se débattit en vain et le supplia. La prenant dans ses bras musclés, il se dirigea à grands pas vers la forêt. Elle chercha frénétiquement à s'arracher à son étreinte, à le dissuader d'agir ainsi. Je ne suis pas assez forte pour te résister, dit-elle, mais je t'accuserai devant la tribu. Tu ne porteras jamais d'accusation contre moi, ma petite antilope, lança-t-il, et elle décela une autre intention, encore plus sinistre.
dans l'expression cruelle de son visage. Ils s'enfoncèrent dans la forêt, et il l'emportait toujours plus loin. Il s'arrêta soudain dans une clairière, ses instincts de chasseur sur le qui-vive. Des arbres devant eux se laissa tomber un monstre, hideux, une créature velue et contrefaite, terrifiante. Le hurlement d'Aea se répercuta à travers la forêt. Comme la créature s'approchait, Kananu, les lèvres blanches et l'air horrifié, laissa Aea glisser à terre et lui dit de s'enfuir. Puis tirant son couteau et sa hache, il s'avança. L'homme de Néandertal plongea vers lui. Rapide, malgré ses jambes petites et noueuses, il était couvert de poils. Ses traits étaient encore plus hideux que ceux d'un singe, en raison de leur apparence vaguement humaine. Telle une parodie grotesque, des narines aplaties, un nez épaté, un menton fouillant, des crocs, pas de franc, de grands bras immensément longs, pendant au bout, être le démon lui-même aux yeux de la jeune fille, terrifiée. Sa tête simiesque arrivait à peine aux épaules de Kananu. Pourtant, son poids devait dépasser celui du guerrier de plus de 100 livres. Il se rua sur lui, chargeant comme un taureau furieux. Kananu attendit l'assaut hardiment, les pieds plantés dans le sol, avec sa hache de silex et sa dague en obsidienne. Il frappa et chercha à taillader, mais la hache fut vivement écartée de côté, tel un jouet, et le bras, tenant le couteau, se cassa comme un bout de bois dans la main difforme de l'homme de Néandertal. La jeune fille vit le fils du conseiller arraché brutalement du sol, soulevé et brandi en l'air. Puis il fut projeté à l'autre bout de la clairière. Le monstre bondit après lui et le déchira membre après membre. L'homme de Néandertal se tourna alors vers elle. Une nouvelle expression apparut dans ses yeux hideux. Comme il avançait vers Aea d'un pas lourd, ses grandes mains velues, horriblement maculées de sang, se tendirent vers elle. Incapable de s'enfuir, elle était pétrifiée par l'horreur et la terreur. Près de perdre connaissance, le monstre l'attira à lui, la lorgnant d'un air méchant. Puis il la jeta sur son épaule et s'éloigna de sa démarche pesante à travers les arbres. La jeune fille, à moitié évanouie, comprit qu'il l'emmenait vers sa tanière, où aucun homme n'oserait jamais venir la délivrer. Ganor descendit à la source pour boire. Machinalement, il remarqua les légères empreintes de pas d'un couple qui l'avait précédé en ce lieu. Il nota aussi qu'elle ne revenait pas dans l'autre sens. Chaque empreinte de pas a sa caractéristique. Il reconnut celle de l'homme, c'était Kananu. L'autre était la même que celle qu'il avait aperçue devant sa caverne. Cela l'intrigua. Un instant seulement, comme tout ce qui ne concernait pas directement sa peinture. Puis, à la source, il vit que les empreintes de pas de la jeune fille s'arrêtaient brusquement. Par contre, celles de l'homme se dirigeaient vers la jungle. Elles étaient beaucoup plus marquées qu'auparavant. Kananu portait la jeune fille dans ses bras. Ganor n'était pas stupide. Il savait que lorsqu'un homme emporte une jeune fille dans ses bras, ce n'est pas pour un bon motif. Si elle avait été d'accord pour aller dans la forêt, Kananu n'aurait pas eu à la porter. Ganor, un autre signe de l'évolution de la race humaine, avait toujours eu tendance à se mêler de choses qui ne le touchaient pas directement. Un autre homme aurait sans doute haussé les épaules et poursuivi son chemin, en se faisant la réflexion qu'il était préférable de ne pas intervenir dans les affaires du fils d'un conseiller. Il faut dire que Ganor s'intéressait à peu de choses en dehors de sa peinture, mais une fois sa curiosité éveillée, il n'avait de cesse avant de l'avoir satisfaite entièrement. Il était décidé à élucider ce mystère. De plus, bien qu'il n'eût pas une réputation de guerrier émérite, il ne craignait personne. C'est pourquoi il assura hache et poignard dans sa ceinture, durcit sa prise sur sa lance et entreprit de suivre la piste. L'homme de Néandertal portait la fragile Aea, s'enfonçant toujours plus loin, de plus en plus profondément dans la forêt. Celle-ci était silencieuse et maléfique. Son silence n'était troublé par aucun chant d'oiseaux, par aucune stridulation d'insectes. Les grands arbres, en surplomb, empêchaient la lumière du soleil de filtrer. L'homme de Néandertal poursuivait rapidement sa route. Ses pieds ne faisaient aucun bruit sur le tapis végétal. Les bêtes sauvages s'enfuyaient peureusement à son approche. À un moment, un python gigantesque surgit en rampant de la jungle. L'homme de Néandertal courut vers les arbres avec une rapidité surprenante pour quelqu'un de son poids. Néanmoins, il ne se sentait pas à son aise parmi les arbres, encore moins qu'Aea. À une ou deux reprises, la jeune fille entrevit d'autres monstres semblables à son ravisseur. De toute évidence,
Il se trouvait à présent très loin au-delà des frontières, vaguement délimitées, de sa tribu. Les autres hommes bêtes les évitèrent. Manifestement, ils vivaient comme des bêtes sauvages, unissant leurs forces seulement contre un ennemi commun. Et encore, le fait était rare. C'était la raison du succès de la guerre menée par les hommes de Cro-Magnon contre eux. Il porta la jeune fille dans un ravin, puis dans une caverne faiblement et insuffisamment éclairée par la lumière du jour provenant du dehors. Il la jeta brutalement sur le sol de la caverne, où elle resta étendue, trop terrifiée pour se redresser. Le monstre l'observa, ressemblant à un démon de la forêt. Il n'essayait même pas de jacasser vers elle, comme un singe l'aurait fait. Les hommes de Néandertal ne possédaient aucune forme de langage. Il lui présenta de la nourriture, de la viande apparemment crue, bien sûr. Son esprit chancela d'horreur lorsqu'Aea s'aperçut que c'était le bras d'un jeune enfant. Voyant qu'elle ne voulait pas manger, il le dévora lui-même, déchiquetant et arrachant la chair avec ses grands crocs. Il la prit ensuite dans ses pattes, meurtrissant sa peau délicate. Il passa ses doigts épais dans la chevelure de la jeune fille. Se rendant compte qu'il lui faisait mal, il fut apparemment saisi d'une joie démoniaque. Il lui arracha des cheveux par poignées entières, semblant prendre plaisir à tourmenter ainsi sa belle captive. Aea serra les dents et parvint à ne pas crier comme elle l'avait fait au début. Bientôt il renonça à la torturer. Le vêtement en peau de léopard qu'elle portait mit en fureur l'homme bête. Le léopard était son ennemi héréditaire. Il lui arracha du corps et le mit en pièces. Pendant ce temps, Ganor avançait en toute hâte à travers la forêt. Il courait à présent et son visage était le masque d'un démon, car il était tombé sur les traces du monstre qui s'éloignait de la clairière funeste. Dans la caverne, au fond du ravin, l'homme bête tendait les mains pour saisir Aea. Elle recula d'un bond et il s'élança près d'elle. Il l'acula dans un coin, mais elle se faufila sous son bras et s'écarta d'un saut rapide. Il se trouvait toujours entre elle et l'entrée de la caverne. Elle devait passer près de lui et l'éviter, sinon il l'acculerait à nouveau et s'emparerait d'elle. Aussi, elle fit semblant de bondir d'un côté. L'homme de Néandertal se porta lourdement dans cette direction. Aussi, rapide qu'un félin, elle bondit de l'autre côté, le dépassa et se jeta hors de la caverne, courant vers le ravin. Avec un beuglement, il se lança à sa poursuite. Une pierre roula sous le pied d'Aea, le projetant à terre, la tête la première. Avant qu'elle puisse se relever, la main de la brute la saisit par l'épaule. Comme il la tirait de nouveau à l'intérieur de la caverne, elle poussa un hurlement sauvage, éperdu, sans aucun espoir de délivrance. C'était seulement le cri d'une femme ravie par une bête sauvage. Ganor entendit ce hurlement. Comme il bondissait au fond du ravin, il s'approcha de la caverne, rapidement mais prudemment. Il regarda à l'intérieur et croisa un regard brûlant d'une fureur noire. Dans la lumière indistincte de la caverne se dressait l'homme bête, immense. Ses petits yeux de cochon vrillaient sur son adversaire, hideux, velu, couvert de sang. À ses pieds était étendu Aea. Son corps fragile formait un vif contraste avec le monstre, couvert de poils. Sa longue chevelure était retenue par la main maculée de sang de l'homme de Néandertal. Ce dernier poussa un beuglement, laissa retomber sa captive et chargea. Ganor lui fit face, ne cherchant pas à lutter contre la force brutale du monstre. Supérieur à la sienne, il fit un bond en arrière, puis un autre hors de la caverne. Sa lance jaillit et le monstre poussa un rugissement comme elle lui transperçait le bras. Bondissant en arrière à nouveau, le guerrier tira sa lance d'un coup sec et se ramassa sur lui-même. Une nouvelle fois, la brute se rua sur lui. Une nouvelle fois, le guerrier s'écarta d'un bond et frappa, visant cette fois la puissante poitrine velue, et ainsi il se battait, la rapidité et l'intelligence opposées à la force brutale et à la sauvagerie. À un moment, le grand bras du monstre fendit l'air et saisit Ganor par l'épaule. Il le projeta une douzaine de pas plus loin. Le bras du guerrier resta paralysé un bon moment. L'homme de Néandertal bondit après lui, mais Ganor se lança de côté et se redressa d'un bond. Inlassablement, sa lance blessait le monstre, faisant apparaître du sang. Apparemment, cela ne faisait qu'accroître la fureur de son adversaire bestial. Puis, avant que le guerrier ne s'en rende compte, il sentit la paroi du ravin dans son dos, et entendit Aea pousser un hurlement comme le monstre se précipitait sur lui.
Sa lance lui fut arrachée de la main, et son adversaire le saisit à bras le corps. Les grands bras se refermèrent sur son cou et ses épaules. Les grands crocs cherchèrent sa gorge. Il repoussa du coude le menton fouillant de son adversaire, et de sa main libre frappa la face hideuse à de multiples reprises. Des coups qui auraient assommé un homme ordinaire, mais que l'homme bête ne semblait même pas remarquer. Ganor sentit qu'il allait perdre connaissance. Les bras terrifiants l'écrasaient et le broyaient, menaçant de lui briser la nuque. Par-dessus l'épaule de son adversaire, il vit s'approcher la jeune fille, armée d'une grosse pierre. Il tenta de lui faire signe de s'éloigner. Au prix d'un effort prodigieux, il baissa sa main par-dessus le bras du monstre, et ses doigts effleurèrent sa hache, mais ils étaient soudés si étroitement l'un à l'autre qu'il ne pouvait pas la tirer de sa ceinture. L'homme de Néandertal s'apprêtait à mettre son adversaire en pièces comme en cassant d'eux un bout de bois. Le coude de Ganor était toujours poussé sous le menton du monstre, et plus l'homme de Néandertal tirait, plus le coude s'enfonçait dans la gorge velue. Bientôt, il réalisa ce fait et lança Ganor loin de lui. Comme il faisait cela, le guerrier sortit sa hache et frappa avec la fureur du désespoir, ouvrant en deux la tête du monstre. Pendant quelques instants, Ganor tituba au-dessus du cadavre. Puis il sentit une douce forme se jeter dans ses bras et vit un joli visage tout près du sien. Ganor, chuchota Aya, et Ganor prit la jeune fille dans ses bras. Ce pourquoi je me suis battu, je le garde, dit-il, et c'est ainsi que la jeune fille, qui était entrée dans la forêt dans les bras d'un ravisseur, en ressortit, portée par un amant et un époux.